Merci, ravi de vous accueillir et puis d'accueillir aussi nos invités que je vais vous présenter pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas. Vous entendez bien? Vous m'entendez bien? Alors écoutez, je vais... Si vous pouvez monter un petit peu le son parce que je n'ai pas l'habitude de crier au début. Au début. Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Bon, ben, merci et bienvenue à tous et à toutes. Donc, cette table ronde, elle fête un anniversaire, tout simplement. C'est les 25 ans. Alors, je ne sais jamais, parce que moi, je continue de dire le Maghreb des livres. Oui, oui. On peut le dire? C'est le Maghreb des livres, hein, voilà. C'est les 25 ans, donc on va essayer avec Georges, bien évidemment, et puis avec les quelques invités qui m'entourent, d'évoquer le chemin qui a été parcouru, comme ils l'ont vu, chacun à leur place, et puis le chemin qu'il nous reste à parcourir, parce qu'à 25 ans, on n'a pas fini sa vie, on commence à peine. Je voudrais excuser Maïssa B, qui devait être avec nous, qui a une réelle difficulté familiale, donc on pense à elle. On pense beaucoup à elle et on espère la revoir très bientôt. Donc je vais vous présenter ceux qui m'entourent. Je vais me chausser mes lunettes de vieux. Ça va, ça te rassure? Alors, à ma gauche, Tahar Bekri. Il est né en 1951 à Gabès. Pardon de rappeler l'âge. Hein. Il écrit en français et en arabe. Il vit à Paris depuis maintenant assez longtemps, 1976. Il a publié une trentaine d'ouvrages de poésie, des carnets, des essais, des livres d'art. Sa poésie est traduite dans différentes langues, dont le russe, l'anglais, l'espagnol, le turc, l'italien. Et j'arrête là la liste. Sa poésie qui fait l'objet de travaux universitaires et de création artistique. Il est considéré par la critique comme l'une des voix importantes du Maghreb et de l'espace francophone. Parmi son CV, on peut retenir maître de conférences honoraires à l'Université de Paris-Nanterre et puis le prix international de littérature francophone Benjamin Fondane en 2018. Parmi ses publications, Désert au crépuscule, Mûrier triste dans le printemps arabe, Le livre du souvenir, Au souvenir de Younous Emre, La nostalgie des rosiers sauvages, Je te nomme Tunisie. Toujours à ma gauche, il vient, lui, pourtant, de l'autre côté du Maghreb, Fouad Laroui, qui est né, lui, en 1958. Hein? Oui, mais je donnerais même celui de... Non, je ne donnerais pas celui de Georges. Je ne l'ai pas trouvé. Fouad est né en 1958 à Oujda, donc c'est au Maroc. Enfin bon, c'est presque en Algérie. Voilà. Il est maroco-néerlandais, je peux le dire comme ça, hein. Ingénieur de formation, passé par une expérience de directeur dans une usine de phosphate au Maroc, avant de partir en Grande-Bretagne où il a obtenu un doctorat en sciences économiques et il est enseignant à l'Université libre d'Amsterdam. Vous continuez d'être chroniqueur littéraire, notamment à Jeune Afrique, à une revue marocaine aussi dont j'ai perdu le nom, et à 360, voilà. Parmi les distinctions qui ont été les vôtres, mon cher Fouad, le prix Goncourt de la Nouvelle en 2013 pour L'étrange affaire du pantalon de Dassourine. Et puis j'allais oublier le Grand Prix Jean Giono en 2014. Mais bon, je ne peux pas faire l'intégralité. Hein. À ma droite, Yamen Manaï. Alors c'est lui, il est très très jeune. Hein. Il est né en 80 à Tunis. Il a été élevé dans l'amour de la poésie arabe. Il est parti à Paris pour faire des études d'ingénieur dans les nouvelles technologies de l'information. C'est alors qu'il a découvert la vraie vie littéraire française et qu'il s'est mis à écrire en français. Il est auteur de 3 romans qui tiennent du conte philosophique sur le monde actuel. Il s'est penché sur la question des dictatures, du fanatisme religieux et de l'écologie. C'est très éclectique. Parmi vos distinctions, Yamen, le prix Comar d'Or en 2009 pour La marche de l'incertitude, le prix Alain Fournier pour la sérénade d'Ibrahim Santos, c'était en 2012, et le prix des 5 continents de la francophonie pour Lamar Ardent en 2017. Et puis, il y a Georges Morin, donc à ma droite. Il est né à Constantine, je ne sais pas quand, en 1901. Il a été instituteur sur place jusqu'en 1966, c'est ce que tu me rappelais récemment, avant de venir en France pour ses études en sciences politiques. Bon, ensuite, on va là aussi compacter un peu le CV, parce que moi, je l'ai rencontré alors qu'il travaillait avec Louis Mermaz, quand il était président de l'Assemblée nationale, et M. Mermaz, qui avait été ensuite
ministre. Parallèlement, Georges a été élu en Isère. Il a occupé de nombreuses fonctions œuvrant pour les relations avec le Maghreb. Il a créé donc en 1985 l'association Coup de Soleil et le Maghreb du Livre en 1994, puisqu'on... Ouais, 14, puisqu'on fait les 25. Hein. Donc il y a 25 ans. Là aussi, auteur de nombreux ouvrages, dont un que j'avais bien aimé sur les idées reçues concernant notre Algérie commune, mon cher Georges. On va faire un petit tour de table, je crois que chacun a un micro, en vous demandant aux uns et aux autres quand est-ce que vous êtes venu pour la première fois à ce salon, Fouad? En ce qui me concerne, c'était en 97, donc il y a 22 ans maintenant. Quand même. Souvenir? Très heureux d'être là. En 97, je découvrais un peu le monde littéraire maghrébin, et puis c'est pour la première fois de ma vie, j'ai vu beaucoup d'Algériens et de Tunisiens. Parce que, oui, c'est vrai. En tant que Marocain, je ne vois quasiment jamais des Algériens et des Tunisiens. C'est assez difficile finalement de voyager entre les pays du Maghreb. Le seul endroit où je vois régulièrement des Algériens et des Tunisiens, c'est au Maghreb des Livres, à Paris. Et Paris est vraiment la capitale du monde arabe. Voilà qui est dit. Ici, ça fait plaisir. Je ne suis pas persuadé que ça fasse plaisir à tout le monde, mais bon. Mais je partage ça avec vous. Je ne pense pas qu'il soit là. Pardon? Oui, je ne vous inquiétez pas, Paris, je ne les oublierai pas. Paris est la capitale du monde arabo, berbéro, judéo. J'oublie quelqu'un? Voilà. Pied noir. Azul Feldek. Allez, Tahar, même question. Première venue. Oui, d'abord, bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici et poursuivre cet échange qui a commencé pour moi depuis 97, pratiquement comme Fouad. La même année. Et j'ai toujours salué cette manifestation parce qu'elle a toujours œuvré pour les deux rives de la Méditerranée. C'était très important pour moi. Non seulement la réconciliation historique, mais aussi les échanges pacifiques dans notre région qui a beaucoup, beaucoup souffert, qui souffre toujours. Et amener le livre dans cette manifestation qui avait commencé peut-être un peu plus large avec les médias, la gastronomie et beaucoup d'autres choses. Et centré sur le livre et son importance, pour moi, a toujours été important. Et je suis heureux de poursuivre encore et fêter avec vous cet anniversaire. Merci, Tahar. Alors, pour moi, c'était en 2008. Vous étiez en culotte courte. Ah oui, j'avais 28 ans, c'était mon premier livre qui s'appelle La marche de l'incertitude, et c'était mon premier salon littéraire. Georges m'a ouvert les portes du Maghreb des livres, dans des circonstances assez drôles. En fait, je cherchais à faire connaître mon livre parce que je pensais qu'il était digne d'être lu, et j'avais un petit éditeur à l'époque qui avait du mal à trouver grâce aux yeux des organisateurs des salons littéraires, et j'ai appelé l'association Coup de Soleil en disant bonjour, je suis un jeune auteur maghrébin, je trouve que j'ai toute ma place parmi vos auteurs, alors que je les ai appelés une semaine avant la tenue du Maghreb des livres. Et vous avez été invité. Et ils m'ont dit, écoutez, vous nous appelez un peu tard, mais passez quand même nous voir. Et je suis passé voir Georges, il m'a dit donne-moi ton livre et s'il vaut le coup, je t'invite. Et il l'a lu et il m'a invité. Voilà. Et donc c'est vraiment le démarrage pour moi de toute cette aventure littéraire, et aussi de la première rencontre avec une personne vraiment engagée dans le monde de la littérature et de cette intégration qui nous est chère à tous en France. Voilà. Merci Georges. Merci Georges, et puis toi aussi. Alors je ne vais pas te demander quand tu es venu pour la première fois, c'était en 94. Mais est-ce que tu peux nous rappeler la genèse de ce... Oui, je vais essayer d'être bref parce que c'est une longue histoire, mais tout ça a commencé donc en 1985, c'est effectivement la création de l'association Coup de Soleil. 1985, pourquoi? Parce que 1983, Dreux, première alliance RPR, Front National, le Front National qui montait, 85 les européennes, 86 les législatives, dont on sentait arriver le 83 c'est la marche des beurs aussi. 83 oui bien sûr, mais il y avait ça. Mais il y a aussi en face, on voyait la société française qui se crispait, voilà. Donc on s'est retrouvé un soir en 1985 avec une quinzaine d'amis, le hasard, avec des chrétiens, des juifs, des musulmans, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, qui ont toute la tchouk-tchouka maghrébine.
Et puis, on n'a pas goûté au gâteau de notre hôtesse qui fêtait ses 30 ans. Et on n'a parlé que de ça. La lèpre du racisme qui montait. Et c'est elle qui a eu cette phrase extraordinaire. Elle nous a dit, mais écoutez, si nous sommes là aujourd'hui, qu'on soit pieds noirs, algériens, marocains, tout ce qu'on voudra, c'est parce que si nous sommes exilés aujourd'hui en France, nous avons nos racines là-bas. Pourquoi nous sommes exilés aujourd'hui en France? Parce que nous étions dans un système colonial, aussi bien au Maroc qu'en Algérie qu'en Tunisie, en Algérie pire qu'ailleurs, qui était basé sur l'indignité, l'apartheid, le racisme. Et donc, on ne veut pas revivre ça. Notre exil est le fruit de ce racisme. On ne veut pas le voir ressurgir aujourd'hui en France. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est toujours la même amie, Dalila Boukhaloua Chevalier, qui est une Algéroise, nous dit, mais écoutez, déjà, s'il y avait une caméra ici, si on nous voyait, on a des histoires compliquées, on devrait se taper sur la gueule les uns les autres. Et on est là ensemble à essayer de voir comment on peut se battre contre le racisme. Donc déjà, on va essayer de montrer que nous sommes bien ensemble et donc que le racisme n'est pas une fatalité. Deuxièmement, on est tous plus ou moins des pédagogues, des journalistes, des intellos, etc. On s'est dit, mais on a beaucoup réfléchi, quels ont été, à travers le racisme est une maladie universelle. Un bébé, quand il naît, il est raciste, il a peur de ce qui ne lui ressemble pas. Qu'est-ce que les hommes ont trouvé à travers les siècles, à travers les pays, à travers les continents, d'armes le plus efficaces pour lutter contre le racisme? C'est la connaissance. Quand on connaît les autres, on n'a pas peur. Quand on n'a plus peur, on commence à les regarder de notre œil. On peut les estimer, on peut les aimer. Donc, déjà, l'éducation. Et puis, il y a le formidable outil qu'est la culture. On fait passer, je suis universitaire, mais je le dis volontiers, on fait passer beaucoup plus d'idées, d'émotions à travers un film, à travers un livre, qu'à travers un savant ouvrage universitaire. Donc, on s'est dit, on va d'abord se montrer nous-mêmes, dire voilà, on est là et on est là. On a cherché, on est la seule association de France qui réunit une telle variété de gens. Et donc on est là, on va mettre ça en avant. Vous voyez, nous qui sommes victimes de ce système, qui devrions encore une fois être traversés par des conflits incessants, eh bien, on s'entend et on a envie de défendre cette cause. Et en même temps, on va utiliser l'éducation et la culture pour faire en sorte que cette lèpre s'éloigne de la société française. La société française dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous sommes heureux de vivre, mais qui malheureusement semblait atteindre d'une maladie contre laquelle il fallait lutter d'urgence. Voilà, c'est comme ça qu'est né Coup de Soleil. 85. 86, on a fait la première grande manifestation de Coup de Soleil. Ce qui était à l'époque, c'était un destin. L'ancien musée des colonies, qui était à l'époque le musée des arts africains et océaniens, qui est aujourd'hui le musée de la Porte Dorée. On a fait, donc il y avait Fatima Hall qui ouvrait son restaurant, qui était la première, qui faisait le traiteur. Le restaurant La Mansour. Il y avait Boujna, il y avait Bedos, il y a Idir qui est venu chanter. Bref, on a fait une soirée un peu folle avec des discussions, de la musique, de la bonne bouffe pour parler français. Et puis, bon, ça c'était 86. Ensuite, je passe à deuxième étape importante, troisième étape. Je vous avais dit qu'il est âgé. 1993, Rachid Mimouni, il venait de s'exiler au Maroc après les menaces islamistes. Il était souvent à Paris parce qu'il commençait à être très vite très connu. On est devenus très amis. Et un jour, il m'a dit, mais écoute, vous faites des coups de soleil, fais des rencontres littéraires tous les mois. Tu en fais 8-9 par an, c'est très peu. Est-ce que tu as conscience de l'émergence de tous ces auteurs, de tous ces jeunes talents là-bas? Et, me disait-il, comme tu le dis, toi, Georges, dans le Maghreb de France. Il y a beaucoup d'auteurs qui naissent, qui doivent être encouragés. Tu devrais les réunir pendant une journée, 2 journées, pour mettre un peu la lumière sur... Bon. J'ai dit, mais je ne sais pas faire, moi je suis prof, je n'ai aucune expérience. Et il m'a dit, on va t'aider. Et il m'a amené, lui, écrivain algérien, il m'a amené au Centre national du livre à Paris, que je ne connaissais pas. Et on a discuté avec le président de l'époque, qui nous a dit, oui, tout de suite, on vous invite. Donc on a fait une après-midi, un samedi, entre 14h et 17h, avec Rachid Mimouni et puis d'autres auteurs. On avait, je crois, 20 auteurs, ça a duré 3 heures de l'après-midi. Et puis, miracle, Rachid arrive à 14h, bras dessus, bras dessous avec un monsieur. Il me dit, tiens, Georges, je vais te présenter quelqu'un. Vous connaissez peut-être? Non, je ne connais pas. Et il me présente Mohamed Choukri, le plus grand écrivain marocain. Donc j'avais le plus grand écrivain algérien, le plus grand écrivain marocain. Bon, c'était quand même un sacré signe du ciel.
Donc on a fait ça pendant 3 heures. 1995, comment fêter le 10e anniversaire de Coup de Soleil, on a voulu faire un grand... Tu y étais? On était à la Grande Halle de la Villette. J'y étais. Voilà. Tu as animé la principale conférence. Hein. Et donc on a eu déjà une grosse notoriété. Après, on a navigué de mairie en mairie. Donc, je salue la mémoire de Georges Sarr, l'ancien maire du 11e, qui nous a accueillis tout de suite dès 1996. Qui est décédé récemment. Voilà, on a été à la mairie du 11e, du 13e, du 20e. Et puis, donc, j'avance. 2001, un membre de Coup de Soleil qui était à la fameuse soirée dont je vous parlais, qui s'appelle Bertrand Delanoë, qui devient maire de Paris. Un mois après son arrivée dans cet hôtel de ville, il m'appelle, il me dit « Georges, c'est quand le prochain Maghreb des livres ?» Juste en octobre 2001. Il me dit « vous le préparez, c'est bien, mais vous le faites où ?» On va aller à la mairie du 20e. Tu viens à l'hôtel de ville de Paris. Je dis « Ça va pas à la tête, on n'y est jamais rentré, on fait 2000 personnes à la mairie du 20e, pas possible. » Il me dit « Écoute, n'aie pas peur, viens me voir, je vais te faire visiter la ville. » Et quand je suis sorti de l'hôtel de ville, j'avais 2 fois plus peur. Quand j'ai vu la magnificence de ces locaux, j'ai dit on court à la catastrophe. Il m'a dit écoute, je te promets qu'on va t'aider au maximum, ce qu'ils ont fait, qu'ils continuent à faire. Et donc on est passé de 2000 à 6700 personnes en 2001, avec une inauguration extraordinaire. Avec, je lui disais l'autre jour, il est venu tout à l'heure encore. 4 femmes extraordinaires. Il y avait son ancienne prof de maths de Bizerte, une russe, Mme Cherinsky. Il y avait Germaine Tillon. Il y avait Leila Shahid, qui était là avec 2 amis israéliens. Là aussi, un beau geste. Et puis, il y avait Catherine Tasca, la ministre de la Culture, qui était là. Donc, une très belle soirée. Vraiment un Maghreb des livres qu'on n'oubliera pas. 2001, mais je vous rappelle que c'était 2001, octobre 2001, c'était juste après le mois de septembre. Le préfet de police voulait interdire la manifestation. Bertrand Delanoë s'est arrangé avec Matignon, où il y avait Jospin, donc ça s'est bien passé, ils ont accepté. Et Bertrand Delanoë, je lui redisais tout à l'heure, il a eu le courage de dire à Jospin et au préfet de police, écoutez, c'est parce qu'il y a eu les attentats du mois de septembre que le Maghreb des livres est encore plus important. Il faut le maintenir. Et il l'a maintenu. Voilà, donc ça c'était alors une longue... Nous sommes restés pratiquement tout le temps à l'hôtel de ville, sauf pendant 4 ans où il y a eu des travaux, on nous a mis à la mairie du 13e, qui nous a accueillis volontiers, mais toujours aidés par la ville de Paris. Voilà. Et puis, donc ça a été vraiment le grand coup de booster en 2001. Et puis donc l'année dernière, en 2018, encore une nouvelle étape, et j'arrêterai là, une étape bénéfique, puisque Jean-Paul Chagnolo est venu me voir en me disant, voilà, on voudrait bien arriver à faire pour l'Orient ce que tu fais pour le Maghreb. Voilà, on va aller voir le cabinet de la maire de Paris. Est-ce que tu peux nous donner un coup de main? Il dit, bon, il n'y a aucun souci. Mais ici, maintenant, il faut qu'on discute d'abord de la façon dont on va travailler. Alors, déjà, le cabinet a eu une excellente réaction en disant, on ne va pas donner à nouveau nos salons à une autre manifestation, qui serait l'Orient des livres. Par contre, manifestement, Morin et Chagnolo se connaissent. Est-ce que vous pourriez essayer de parler bon. Donc, on a parlé. Et on a décidé de faire, alors je le disais à des gens ici tout à l'heure, on a finalement, je vais essayer de trouver une image qui illustre bien nos rapports, on a décidé d'acquérir un appartement ensemble, un nouvel appartement, qui s'appelle le Maghreb Orient des livres, où chacun aurait sa chambre. Il y a la chambre Maghreb des livres avec Coup de Soleil, la chambre Orient des livres avec l'IREMO, et puis, comme chez nous, on a une grande salle commune où on aime venir partager à la fois la nourriture terrestre et la nourriture spirituelle. Et voilà. Et donc, du coup, on a réussi à monter cette formule originale, qui est une manifestation qui est une manifestation fédérative, Maghreb Orient des livres, dans laquelle subsiste le Maghreb des livres, dont on fête le 25e anniversaire, l'Orient des livres, et en même temps, on fait beaucoup de choses ensemble, beaucoup de conférences communes, beaucoup d'auteurs en commun, et puis surtout, on est tellement différents, un club d'universitaires, une association de militants originaires du Maghreb, on ne se ressemble pas, et pourtant on a plein de choses en commun. On a tous ces territoires de la Méditerranée en commun. Eux nous apportent l'énorme capital intellectuel qu'ils ont réussi à réunir en plusieurs années, puisque je crois que ça existe depuis 2011, l'IREMO. Et donc voilà, et nous, on a apporté notre savoir-faire, et ça marche très bien. Ça marche très bien parce que je crois que ça marche d'autant mieux qu'on est différents. C'est un bel exemple de plus pour les vertus de la diversité. Voilà. Voilà donc pour l'histoire, et puis tout à l'heure on essaiera de voir ensemble, et avec nos amis aussi, ce qui nous attend, et puis les idées qui pourraient éventuellement être créées. Puisque tout à l'heure, Fouad, vous avez commencé à dire que c'est ici que vous rencontriez les autres auteurs maghrébins.
Oui, je crois que c'est un élément important. Avant de donner la parole, moi, je voudrais quand même apporter aussi mon témoignage personnel, parce que moi, je suis souvent venu ici. Alors, je suis né en 1955, comme ça, à tout le monde. Hein. Et en Kabylie, monsieur. Ça se soigne. Non, justement, ça n'est pas une maladie. Et donc, moi, j'ai eu l'occasion souvent de venir au salon comme visiteur, et à 2 occasions pour des ouvrages écrits par moi-même ou coécrits. Et ce qui m'a toujours frappé ici, c'est qu'il y a 2 choses assez touchantes. Dès qu'on rentre dans les différents étages, d'abord c'est très grand, hein, on a le temps d'aller et venir. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'on croise aussi bien Kamel Daoud que de l'autre côté, une dame qui propose des poèmes algériens. Et je trouve que cette proximité entre les grands écrivains et puis des écrivains moins connus est quelque chose de très très important aussi. Et puis ce qui m'a toujours frappé, c'est le public. Je te l'ai souvent dit. Alors en plus, tu me disais qu'hier, vous aviez battu un record de plus de 6000 personnes, tu m'as dit ? On est passé de 800 à 1700. À 1700, pardon. Oui, pour un vendredi après-midi. Oui, moi, je parlais de l'ensemble du week-end. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est à quel point le public est extrêmement mélangé. Ça n'est pas du tout l'impression qu'on a très souvent dans des salons littéraires. On a l'impression d'être un peu entre happy few. Et que voilà, les gens viennent, savent, etc. Et je trouve que ce qui est touchant, c'est qu'il y a des gens ici, je les ai regardés tout à l'heure, qui viennent, qui touchent les livres et qui les découvrent comme ça. J'ai toujours été frappé de cette particularité de ce salon. Donc, Fouad, je disais, c'est ici, vous disiez que vous aviez l'occasion de rencontrer les autres. Est-ce que pour autant, vous vous sentez ou vous définissez comme un auteur maghrébin, Fouad ? Tout le temps. Mais sur cette histoire de rencontrer les gens ici, vous savez que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée. Oui, je sais. Depuis 1994. Mais je veux dire quand même une chose, c'est que... Alors, je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble qu'après la frontière entre les 2 Corées, qui est fermée depuis 1953, oui, elle ça doit est être plus ouverte. La plus ancienne, celle des Corées est plus ouverte. Et puis, juste avant-hier, sur Al Jazeera, je voyais un reportage sur Oujda, ma ville où je suis né, qui vivait du commerce avec l'Algérie, qui a beaucoup pâti du fait que les frontières sont fermées. Et je voyais, c'est très émouvant parce qu'il y a une espèce de pont, et il y a des gens d'Oujda qui parlent avec leur famie de l'autre côté, de l'Oued. Exactement. Et ils sont en train de parler ils ont inventé des systèmes de sémaphores pour communiquer. Et c'est triste. Ce sont les mêmes personnes. Donc, trouver un endroit à Paris, justement, et au Maghreb des livres. Là, je viens de faire la bise à Boualem Sansal. Moi aussi, tiens. Ben voilà, on est 2. On va se l'arracher bientôt. Et bon, je donne un exemple. Si Maïssa était là, c'est la même chose. Je ne vois Maïssa qu'ici. Je ne peux pas la voir ailleurs qu'ici. Mais bon, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je voudrais raconter une chose qui n'a rien à voir. Mais c'est parce qu'en venant ici, je me dis, cette anecdote, il faut quand même que je la place quelque part, donc je me permets de la placer ici, parce que je me faisais la réflexion en 22 ans, il y a des hauts débats, c'est-à-dire il y a des moments extrêmement sympathiques et des moments moins sympathiques quand on est un auteur ou simplement quand on visite. Et je me souviens d'une chose que je trouvais assez étonnant. Je ne sais pas d'ailleurs où je dois classifier cette anecdote. Donc j'étais assis tranquillement en train d'attendre pour faire ma dédicace. Il y a un monsieur qui arrive et il me voit comme ça de loin, il me regarde avec une espèce d'admiration dans les yeux, une admiration que je ne mérite absolument pas, donc je me retourne, qui regarde ? Non, c'est moi qui regardais. Et puis il arrive comme ça, il se met devant moi et il se met à aligner les épithètes, mais les plus dithyrambiques, notre grand ceci, notre grand cela. Je répète, mais attends, mais il parle de moi, ce type-là ? Et comme ça, et puis regarder mes livres et tout. Et au bout d'un certain moment, je me rends compte avec horreur qu'il croit avoir affaire avec mon oncle, le grand historien Abdallah Al-Haroui, qui mérite effectivement autant d'éloges, notre professeur, notre ceci, notre cela. Et vous connaissez ce genre de... Vous faites jeune pour votre âge. Il a sans doute aussi dit... Non mais vous connaissez ce genre de situation, il faut dire tout de suite... Il faut lever la méprise tout de suite parce qu'au bout d'1 minute, c'est impossible en fait. Et j'ai fait l'erreur de ne pas lever cette méprise, d'y aller avec lui. Donc j'ai commencé à jouer le rôle d'Abdallah Al-Haroui, grand historien, grand etc. Et lui en train de me dire notre grand professeur, notre grand... etc. Et moi j'étais dans mon coin en priant. Et puis à un moment, le gars passe à l'arabe classique. Parce que mon oncle, moi si vous voulez, je parle surtout d'Arija. Quand je m'exprime, je parle en marocain en fait.
Et tout à coup, il se met à me dire « Oustazouna al-Kabir ». Là, j'étais vraiment dans une situation assez compliquée. Merci Morin, je lui disais dans ma tête. Merci Georges, où suis-je? Et finalement, heureusement, d'autres gens sont arrivés. Donc, je lui ai exprimé, j'ai dit merci beaucoup pour tous ces compliments. J'ai failli lui dire « Je les transmettrai à mon oncle ». Voilà, ça c'est mon meilleur souvenir. L'anecdote valait d'être placée. Tarl, un peu la même question. Je ne sais pas si vous rencontrez ici beaucoup d'autres auteurs ou écrivains que vous n'auriez pas l'occasion de rencontrer. Et puis surtout, est-ce que vous avez aussi l'impression d'appartenir à ce monde particulier qui a été dessiné notamment par le Salon des auteurs maghrébins? Oui, d'abord, moi j'ai accompagné les auteurs du Maghreb par des travaux universitaires. Et j'ai beaucoup de pensées très émues à tous ceux qui nous ont quittés depuis. Rachid Mimoun, qui a été on pensait évoqué, à Rachid tous les deux. Ouais. Tahar Djaout, Youssef Septi, Abdelkader Alloula et beaucoup d'autres. Et les aînés qui ne sont plus là, de Mohamed Dib, Akait Biassine et d'autres, Khairdine pour le Maroc, Shraib. Mon parcours personnel est un peu compliqué, comme je te l'avais dit tout à l'heure. Moi, je suis venu ici en France en 1976, après ma sortie de prison. Et donc, par contre, pour aller en Algérie et participer à un colloque sur France Fanon, j'avais besoin d'un visa de l'État algérien. Donc, ce sont d'autres réalités qu'on vit comme auteur, mais l'espace de l'écriture est une résistance toujours, quel que soit ici ou ailleurs. Et donc, je ne me suis pas surpris parce que j'ai également connu et je connais d'autres écrivains du monde arabe qui viennent de l'Irak ou de Palestine ou du Liban ou de Syrie et beaucoup d'autres. Là où je vais, à Londres ou à Copenhague ou à Berlin ou partout, des écrivains de l'exil. Et c'est une thématique qui a pris une grande place dans au moins mes premiers écrits jusqu'à 89 où j'ai pu rentrer pour la première fois après 13 ans. Et donc, le Maghreb des livres m'a permis de... parfois non seulement de rencontrer les hommes, mais évidemment les textes, de découvrir aussi. Et par contre, ce qui a été important, c'est de voir que le livre est là. Et tu parlais, Georges, de la culture. Pour moi, il n'y a pas de civilisation sans culture. C'est le pilier de la culture. Et c'est pour ça que j'ai salué. Souvent, j'ai envoyé les étudiants quand je pouvais les convaincre de venir ici, de rencontrer les auteurs et leurs textes. Et ma foi, je suis surpris, un peu comme toi également, de la vitalité de la présence de livres maghrébins en France, et pas seulement en France. C'est quelque chose qui échappe parfois même à l'université française, la dynamique littéraire. Chaque écrivain, maintenant, moi j'appartiens à la génération de Fouet, même si j'ai quelques années de plus, mais de Rachid, et on voit que derrière ou devant chaque écrivain, une quarantaine d'ouvrages, trentaine d'ouvrages, depuis des décennies, les auteurs ont précédé l'histoire. Et nous n'avons pas toujours fait attention à l'histoire du Maghreb par le livre. Elle est venue souvent nous submerger par les conflits, les difficultés, l'islamisme algérien, le printemps arabe à tort, ainsi de suite. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que j'insiste souvent à l'importance de cette rencontre, comme d'autres éléments de la culture du Maghreb en France, et pas seulement. Mon souhait qu'un jour, le Maghreb du livre s'élargisse à toute l'Europe et un peu partout, pour que la place du livre ait aussi son importance et dans la pacification des rapports, mais aussi dans la lucidité, dans la clarté, dans la lutte contre l'obscurantisme, contre le fanatisme, contre le racisme, contre tout ce qui a hypothéqué notre développement et continue à l'être. Merci, Tahar. Yamen, vous êtes donc, je l'ai déjà dit, le plus jeune. Vous avez fait, je l'ai dit, des études. Vous étiez venu à Paris
pour faire des études d'ingénieur. Oui. Voilà, en informatique, on va simplifier. Ouais. Et comment on passe de l'ingénieur d'informatique à l'écriture? C'est en dehors du coup de pouce qu'a pu vous donner Georges. Quel est, par rapport à vos aînés, l'élément déclencheur de l'écriture? Alors l'élément déclencheur de l'écriture, c'est vraiment pour moi a été la prise de conscience que mon métier n'était pas épanouissant. J'avais beaucoup de rêves en tant qu'ingénieur parce que j'avais une admiration, pas uniquement pour les littéraires. Moi, je me suis nourri de littérature quand j'étais enfant, mais aussi d'histoires de gens qui ont transformé le monde grâce à la science et démystifier ce qui était un petit peu occulte. Et ce que nos sociétés le présentent aussi comme occulte. Et voir derrière les coulisses, voir comment fonctionne l'électricité, la gravité, les télécommunications, ce sont des choses qui pour moi étaient formidables à découvrir. Et les histoires des inventeurs, de Newton à Edison, à Édouard Jenner, tous ces gens-là m'ont inspiré et m'avaient donné envie d'aimer cette science. Et je l'ai aimé, cette science, jusqu'à mes études d'ingénieur, où j'ai découvert qu'en fait, on était en train comment dire, je vais vous raconter une anecdote, oui, peut-être un peu à la Foued. Hein. C'est en fait, j'étais étudiant, je suis rentré dans un laboratoire avec mes camarades et en fait, on avait un TD de chimie et le professeur nous disait aujourd'hui, on va fabriquer le parfum de la banane. Et en effet, on a pris des trucs, on a mélangé, on a chauffé, on a mis dans l'alambic et on a sorti une formaldéhyde, donc qui sent la banane et, au bout de 2 heures. Et là, le professeur m'a dit, voilà, ça c'est ce qu'on met dans le yaourt à la banane pour qu'il sente la banane. Et moi, je me suis dit, merde, j'ai pas vu une seule vraie banane dans le labo. Et pourtant, dans les publicités et sur les emballages de ces fruits-là, on voit bien des bananes et tout. Et en fait, j'avais l'impression de participer à une grosse imposture et que cette science-là, qui avait pour vocation de démystifier le monde, était en train de duper les gens et de les mystifier en retour. Et de plus en plus, je commençais à perdre goût. Le mot ingénieur, aujourd'hui, le mot génie a disparu. Moi, mes projets aujourd'hui, je suis un comptable, je compte l'argent. Et si un projet n'est pas rentable et n'est pas rentable tout de suite, on ne le fait pas, même si l'idée elle est bonne et la finalité est supérieure. Et donc, du coup, je me suis accroché à la bouée de cette littérature-là où, justement, imaginer un autre monde est possible. Et avec la puissance des mots, et mes aînés qui me l'ont démontré. Donc, moi, je me suis nourri d'écriture arabophone au début. Et en arrivant en France, j'ai découvert la littérature francophone. Et j'avoue, très honnêtement, ce que j'ai aimé dans la littérature francophone, c'est les voix autres que hexagonales. J'ai trouvé un esprit, une spiritualité dans les écrits qui venaient du Liban, qui venaient du Maroc, qui venaient de l'Algérie, qui venaient de la Tunisie, qui me correspondaient et qui étaient exprimés en langue française. Et donc, c'est ça qui m'a fait aimer la littérature francophone, parce que sa diversité permet des respirations et permet de trouver du sens. Et sa beauté, c'est que toutes ces cultures-là s'expriment en une seule langue. Donc, et j'ai du plaisir à venir au Maghreb des livres et à échanger en arabe, en derija, en arabe classique, et voir que les gens ils sont ouverts à cette langue française par-delà leurs origines et qu'ils consentent à se réunir autour de cette langue-là et d'en faire un vecteur d'existence, d'aspiration et de volonté. Et la volonté de changer le monde aussi, elle passe par là. Et j'ai un ami, un écrivain algérien, qui m'a fait un constat terrible sur l'état de la langue arabe dans le monde arabe. Donc, il faut que le monde, entre guillemets, il faut qu'un pays, une culture soit épanouie pour que le livre puisse être édité, lu et qu'il circule. Et malheureusement, aujourd'hui, le monde arabe, il est en dislocation. Il y a une frontière entre l'Algérie et le Maroc. La Syrie est sous les bombes. Le Liban, il y a 4 millions de réfugiés et ils essaient de s'en sortir tous les jours. L'Égypte, il est sous dictature militaire. La Libye, c'est l'anarchie. Donc comment la langue arabe peut s'épanouir dans ce contexte-là ? Aujourd'hui, malheureusement, la langue française, elle est en train de prendre le relais pour exprimer nos voix, pour exprimer nos inquiétudes, parce qu'on arrive à être lu grâce à des salons comme ça, grâce à des voix comme celle de Foued, de Tahar et tous les autres qui essayent justement de nous faire vivre, de nous faire exister grâce à cette
cette formidable langue et grâce à notre formidable héritage. Voilà. Avant de poser une question, parce que moi aussi, après tout, puisque tout le monde a une anecdote, moi je vais y aller, puisque Fouad, je connais cet endroit effectivement très bien, parce que j'ai un copain qui s'appelle Abdelatif Benazi, qui vit beaucoup là-bas. Oui, le rugbyman, et que je vais voir assez souvent là-bas. Et une fois où je devais être le lundi suivant à Alger. Et donc, on m'avait trouvé un vol, Oujda-Orly. Orly, je devais aller à Roissy pour partir à Alger. Et sa maman, qui est une dame délicieuse, m'avait dit, mais vous savez, moi j'ai un taxi, il vous emmène en Algérie. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est tout à fait possible. Hein. Georges, après ce premier tour de table, moi je trouve ça extrêmement enthousiasmant parce qu'elle est réconfortant. Mais en même temps, c'est vrai que tu pointes, il y a même quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est que, j'en parlais avec Yasmina Khadra notamment, à une époque, qui était l'écrivain francophone le plus vendu au monde. Donc c'est vrai que ça a beaucoup participé à ce phénomène-là. Et j'ai l'impression que ce que la jeune génération fait, c'est d'écrire en français, mais j'ai l'impression d'avoir envie aussi d'écrire et de penser en arabe. Est-ce que tu ressens ça dans l'évolution des auteurs qui viennent chez toi ? Tout à fait. Je crois que Yaman vient de mettre l'accent sur un phénomène qui est très important. On le sait maintenant, il faut le dire et le répéter, la langue française n'est plus la propriété des Français. Dieu merci. Elle est la propriété de beaucoup de peuples à travers le monde, et notamment au Maghreb. Quand des écrivains algériens, marocains, tunisiens utilisent cet outil, ils l'utilisent en tant que maghrébins, avec les mentalités maghrébines, enfin, ceux qui vivent là-bas, et ils sont très nombreux. Ceux qui vivent en France, ils ont une autre mentalité, ils ont une mentalité du pays où ils vivent. Mais ceux qui vivent là-bas, ils trouvent à exprimer beaucoup de ressentis très profonds des populations maghrébines à travers cet outil qui permet vraiment de faire connaître cette réalité à travers le monde entier. Parce que la langue française est une langue universelle, comme l'est l'arabe. Et c'est ça, je suis d'accord avec toi, le drame de la langue arabe, c'est qu'il est non seulement il y a l'état politique que tu as décrit avec beaucoup de force et malheureusement qui sont vrais, même s'il y a des pays arabes qui tournent bien. Mais bon, c'est vrai que la réalité était souvent terrible. Mais je pense que le plus important, c'est que l'état de l'enseignement de la langue arabe est aussi terrible. Et il y a eu beaucoup de tentatives, notamment en Orient ou au Maghreb, de faire en sorte que cette langue soit aussi une langue qui véhicule la modernité, la raison, la science, comme elle l'a fait dans ses plus grandes heures. Et malheureusement, évidemment, les blocages politiques sont énormes. Bon. Donc je pense effectivement, en toute modestie, mais c'est vrai que je mélange un peu ce que disait Fouad et ce que disait Yamen, c'est que d'une part, c'est vrai qu'ici, mais c'est vrai dans d'autres institutions en France, les Maghrébins se rencontrent à Paris. Souvent, ils peuvent se rencontrer ailleurs, j'imagine. Mais ce que je vois, c'est que moi, je l'avais vécu quand j'étais prof à Sciences Po Grenoble, quand j'ai fait un cours à option sur le Maghreb, une ère de civilisation. J'ai eu 60 étudiants, un cours à option où tu as en général 25 options, 25 étudiants. Ils m'ont tous dit, on est là parce qu'on est en France qu'on se sent maghrébin. On se sent enfin maghrébin parce qu'on est en France. Là-bas, sinon, chez nous, on est algérien, marocain, tunisien, on nous enferme dans des œillères. Là, enfin, on se rend compte à quel point on est les mêmes. Bon, ça, c'est très important. Ce que je voulais dire aussi, c'est que, bon, d'abord, pardonne-moi, je vais m'accrocher à ton anecdote, mais puisque tu as osé usurper la personnalité de ton oncle, j'ai une anecdote aussi, parce que en 1984, je venais de débuter avec Louis Mermaz, j'étais avec lui depuis 3 ans à l'Assemblée nationale, et je dois aller à Rabat pour une mission de coopération décentralisée. Il me dit, tu vas à Rabat, tu vas à tout prix aller voir mon pote Abdallah Laoui, parce qu'ils ont été étudiants en histoire ensemble. Donc voilà, je peux... On n'échappe pas à Abdallah Laoui. J'échappe pas à ton destin. Et j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour ton nom que j'ai revu à plusieurs reprises. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, et ça va peut-être nous entraîner vers la deuxième partie de notre échange, c'est que ce que vous avez ressenti, c'est-à-dire en venant au Maghreb des livres, ça me fait très très plaisir, vous l'imaginez. Tu l'as dit, c'est la première fois que moi, Marocain, je peux rencontrer si facilement des Algériens et des Tunisiens. Aujourd'hui aussi, on entend, et ça me fait très plaisir pour la nouvelle formule du Maghreb Orient des livres, on voit aussi beaucoup d'Orientaux et beaucoup de Maghrébins qui se rencontrent et qui apprennent à se connaître. Parce qu'il y a aussi des barrières énormes entre les deux. Donc tout ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement plaisir parce que c'est le sens même de toute notre action. Ce que je voulais dire aussi, c'est que
J'en profite parce que je vois Michel Wilson, là, qui est le président de notre section de Auvergne-Rhône-Alpes, qui, comme son nom l'indique, Michel Wilson est né à Alger, avec une mère née à Batna. Les gamins ils étaient effarés, quoi. Comment il s'appelle Wilson, sa mère est née à Alger, lui il est né à Alger, sa grand-mère à Batna, c'est pas possible. Il y a un problème. Où sommes-nous ? Il y a deux choses qui sont importantes et qu'on a toujours essayé de faire, c'est que on a surtout essayé, même si nous avons cette magnifique activité dans un palier prestigieux de la République, c'est de porter le livre ailleurs. C'est-à-dire que d'une part, on va dans des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, etc., pour amener des auteurs devant le public. On va dans des lycées, il y a des lycées qui viennent ici. Et puis on a aussi une action territoriale extrêmement importante. Il y a d'autres présidents de sections dans la salle. On a 5 sections territoriales à Lyon, Marseille, Montpellier, Perpignan, Bordeaux, etc. Toulouse aussi. Toulouse, pardon, oui, excusez-moi. Donc ça fait 5 ou 6 sections qui sont très vivantes et qui font ils font des travaux très différents de ce que nous faisons. Chacun a sa personnalité, mais en même temps, c'est toujours dans le même esprit. Faire en sorte que les gens se rencontrent, apprennent à se connaître. Voilà. Donc c'est cette volonté de faire le maximum de choses, évidemment à Paris, parce que c'est un retentissement magnifique, en France et au Maghreb, mais aussi parce qu'en allant dans les territoires d'Île-de-France, en allant à travers les sections, à travers les territoires de province, j'ai l'impression qu'on sème aussi les graines que nous voulions semer. Dernière chose aussi que je voulais dire, c'est que nous avons une volonté très forte aussi de garder nos liens avec le Maghreb de là-bas, c'est-à-dire que comme c'était un peu l'acte de naissance de Coup de Soleil, je vous l'ai dit avec ce que nous disait Rachid Mimouni, il me dit il y a les sans fleurs qui naissent, des jeunes écrivains qui naissent, et là-bas et ici. Donc il faut aussi que tu mettes en valeur ceux qui sont là-bas. Et malheureusement, on a beaucoup de difficultés avec le livre algérien, et j'en ai remercié encore Xavier Driancourt tout à l'heure, l'ambassadeur de France, parce que grâce à lui, on peut importer. Ils arrivent par la valise diplomatique, hein, donc ils arrivent sans passer par les canaux habituels. Il ne faut pas le dire trop fort. Les canaux d'avant, c'était chacun amenait ses bouquins dans sa valise. Là, l'ambassade de France nous amène les bouquins. Heureusement, avec une alerte l'année dernière, puisque beaucoup de diffuseurs se sont cassés la figure, heureusement, les livres tunisiens et marocains sont mieux diffusés en France. Et moi, je rêve beaucoup, et on parlera de l'avenir tout à l'heure, d'une part d'avoir les livres édités au Maghreb, qui sont souvent d'une très grande qualité. Il y a du meilleur et du pire, mais il y a d'excellents éditeurs au Maghreb. Je voudrais qu'ils soient vendus ici, au Boulevard Saint-Germain, qu'ils soient vendus sur la Canebière à Marseille. Je voudrais que ces livres, qui sont de qualité, soient présents en France. Et je rêverais donc là aussi, mais je l'ai dit, ça fait 10 ans que je m'épuise à le dire, je commence à me décourager. On rêve tous d'une grande librairie maghrébine à Paris, comme existe la librairie Wallonie-Bruxelles, pas loin d'ici, la librairie du Québec. C'est une grande librairie où on trouve toutes les productions du Québec, de la Wallonie, etc., qui représentent tous les éditeurs. Ça veut dire qu'un libraire de Carcassonne qui veut un roman d'un Québécois, il appelle, et 3 jours après, il a les romans du Québécois. Faire venir un livre d'Algérie, du Maroc et de Tunisie, c'est une galère. Donc là aussi, il y a énormément de travail à faire. Oui, vous voulez ajouter quelque chose avant juste, et pour rassurer les quelques berbérophones qui doivent être là, dire qu'il faut aussi effectivement penser qu'il y a une littérature berbérophone qui a encore plus de mal à s'écrire et à s'exporter. Tahar. Je voudrais juste poursuivre un peu les échanges sur la question de la langue, puisqu'il faut être comme Yem, comme Georges. Moi, je suis le fruit de l'école bilingue tunisienne, franco-arabe, qui a commencé avec l'indépendance de la Tunisie. Et ce bilinguisme m'a toujours nourri et m'a toujours ouvert dans le dialogue. Et c'est pour ça que la question de la langue a été souvent, malheureusement, prise en otage au Maghreb. Et on a confondu langue et religion, langue arabe et islamisme. Et j'ai un souvenir précis à Wahran en 87, où les francophones ne parlaient pas aux arabophones. Il y avait là Mamri, il y avait là Rachid Mimouni, il y avait d'autres écrivains de langue arabe. J'ai dû servir, malgré moi et dans la fatigue, d'interprète
ou deux, parce qu'il y avait une coupure. Et pour dire quoi? Que ce qui est arrivé en Algérie 2-3 années après le début de la violence n'est pas étonnant pour moi. Et c'est pour ça qu'il est très important, je n'ai aucun problème avec la langue française dans laquelle j'écris, mais la langue arabe aussi. J'ai fait des études de littérature française et j'étais professeur d'arabe à Nanterre. J'essaye de faire le passeur entre les langues et j'appelle de tous mes voeux le dialogue entre les langues et la liberté de l'écrivain dans sa langue, qu'elle soit berbère, qu'elle soit française, qu'elle soit arabe, qu'on laisse les gens s'exprimer, qu'on laisse les gens penser. Et l'émancipation des individus n'est pas par la force, par la contrainte. Et c'est pour ça que cette question de la langue ne doit pas nous faire oublier que dans l'espace francophone, certes, il est très important, la langue française aujourd'hui rayonne et qu'on utilise, mais personne ne m'oblige à écrire. Si un jour on me contraint d'écrire en français, je cesserai d'écrire dans cette langue. C'est de pur choix, c'est de pure volonté et de pur courage intellectuel. De même que la langue française ne doit pas nous faire oublier qu'il y a une excellente littérature berbère aujourd'hui, au Maroc, en Algérie, orale et écrite de plus en plus, mais aussi une grande littérature arabe. Il y a des grands écrivains de langue arabe qui sont traduits, qui sont lus à travers le monde. Et donc, je pense qu'il faut toujours qu'on aide les nôtres à se lire dans les deux langues, à se traduire, à pouvoir passer les œuvres, ouvrir le dialogue, ouvrir les échanges, ne jamais être prisonnier de qui que ce soit, y compris de la langue. Fouad, merci, bravo, effectivement. Fouad, il me semble avoir vu que vous écriviez aussi parfois en néerlandais, je me trompe? J'ai publié 2 recueils de poésie, de poèmes en néerlandais. Oui. Oui, et alors comment ça se passe intellectuellement? Vous écrivez en néerlandais ou vous passez par une langue de traduction? D'abord, c'est parce que j'ai une grand-mère berbère et ne pouvant pas écrire en berbère, j'écris en néerlandais parce que c'est très proche. En fait, c'est pour... Donc je me sens c'est de logique. plus en plus proche. Oui. Non, en fait, alors je prends vraiment 2 minutes pour raconter, oui. puisque vous me posez la question. Je me suis installé à Amsterdam pour enseigner à l'université il y a bien longtemps, et je m'étais toujours dit que le test, c'est-à-dire le moment où on peut dire je maîtrise une langue, c'est le moment où on peut écrire un poème en fait dans cette langue et qu'il ait peut-être une certaine valeur. Donc pour moi, ça a commencé comme des exercices de style, c'est-à-dire très concrètement. Par exemple, un jour d'hiver à Amsterdam, il y avait de la neige, les canaux étaient gelés, je passais sur un pont à côté de chez moi, il y a une jeune femme qui est passée sur une bicyclette très très vite, et qui s'est retournée, qui m'a fait un signe de la main et qui a disparu. Donc je me suis dit, cette personne, je la connais, je ne vois pas qui c'est, mais c'était un moment très fugace. Je pourrais l'exprimer en français. Est-ce que je pourrais l'exprimer en néerlandais? Et donc, je suis rentré chez moi, j'ai essayé de l'exprimer en néerlandais, et j'ai fait des exercices de style comme ça, sans jamais avoir l'idée qu'un jour, ce serait publié. Et puis un jour, j'ai rencontré un éditeur qui me dit, j'aimerais bien te publier. Alors, j'ai dit, bon, je t'envoie des... Ça n'a aucun sens. Et puis finalement, ça a été publié. Donc, bon, ça s'est passé un peu comme ça. Voilà. Donc, sinon, évidemment, cette question de... La langue est absolument primordiale. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le drame linguistique marocain là-dessus. Et la première chose que Anwar Ben Malek, Maïsabé, Boualem m'ont dit, c'est pourquoi tu as appelé ça le drame linguistique marocain, vu que c'est un drame linguistique maghrébin. Donc là, tout a été dit. Je pense que ce qu'a dit Tahar Bekri, ça suffit sur ce. Mais en revanche, pardon. On va t'interrompre 30 secondes parce que. Voilà. On manquait d'Algériens sur scène. Oui, voilà. Kamel, tu viens, s'il te plaît. Kamel Daoud Voilà. qui vient. On va essayer de trouver une chaise pour lui. Il y en a une là-bas. Il y en a une là. Voilà, j'ai dit à Kamel tout à l'heure, écoute, je sais pas savoir comme tu me fais plaisir. Installe-toi. Bonne fête de la casser, toi. Donc, Kamel me dit tout à l'heure, vous savez qu'il a fait un entretien, la salle, il y avait... Oui, je suis passé là-haut tout à l'heure. Ouais. Je n'ai pas pu accéder à lui parce qu'il y avait beaucoup de monde. Voilà, j'ai dit, écoutez, voilà, il m'a dit, tout se passe bien. J'ai dit, oui, on a quand même de malheur, c'est qu'on n'a pas Yasmina Khadala et Maïsabé. Je lui ai expliqué pourquoi.
Et puis, je dis, bon, voilà, on a une conférence sur une table ronde sur les 25 ans du Maghreb des livres. Tu as raté des moments extraordinaires, là, maintenant. Et je lui ai dit, voilà, si tu pouvais passer 10 minutes, nous faire un petit coucou, mais ça sera 10, un peu plus. Voilà, donc, tu es le bienvenu. C'est 10 minutes. Kamel, on a commencé, j'ai demandé à nos amis, que tu connais certainement, Fouad, Tahar et le jeune Yamen, de nous raconter leur premier salon du livre maghrébin. Est-ce que tu en as souvenir? Le premier Maghreb des livres ici. Alors bonjour, merci, désolé pour l'intrusion. Le premier Maghreb du livre, c'est quand même un moment que je voudrais bien revivre et que je tente à chaque fois que je suis là de revivre et que je n'arrive jamais à revivre. Alors je m'explique. Ce que j'ai fait la première fois, c'est ce que je n'arrive pas à faire maintenant. C'est faire les stands en anonyme, regardant les livres, les acheter, tenter de les voler et puis être dans ce rapport. Je regarde les auteurs célèbres de l'autre côté, je vois comment ils sont happés et j'avais cette impression de me promener dans une bibliothèque vivante plutôt qu'une bibliothèque morte. Et ça reste vraiment... Je disais, moi, que ce qui me frappe ici, c'est que les gens touchent les livres, véritablement. Oui. Ils les regardent et ils les touchent. Il y a un contact avec le livre. C'est assez paradoxal aussi. Enfin, c'est assez curieux. Enfin, je pense que c'est pas curieux, c'est généralisé. C'est un de mes premiers voyages hors de l'Algérie et vers la France, c'était le Maghreb du livre. Donc, ça reste une géographie. La première fois qu'on croise une ville, on ne l'oublie jamais. Et donc, c'était le premier espace c'était mon expérience. Je veux dire, j'ai tout fait pour sortir de l'Algérie et je suis retombé dans le Maghreb. On va continuer parce qu'il y avait là on a entendu des expériences. Alors tu nous as rappelé que toi effectivement le premier amour c'est la poésie en arabe. Oui, absolument. Et l'écriture en français postérieurement. Oui, en fait, voilà, tout simplement, j'étais nourri par cette langue arabe, par la poésie que sans doute Tahar connaît très bien. Et qui est extraordinaire de richesse parce qu'il y a des maîtres de poésie arabe qui sont assez exceptionnels. Et quand je parle de maîtres, je parle de rythmique, etc. Et ces maîtres très rigoureux ont fait que la langue s'est développée parce que les poètes, ils voulaient rentrer dans ces maîtres-là et ils ont actualisé la langue, si bien que, par exemple, pour le lion, en langue arabe, il y a une trentaine de synonymes. Pour décrire le lion, selon son état, selon son âge, pour l'épée, il y a une centaine de synonymes, etc. Donc, la nécessité de la poésie a fabriqué une langue vraiment foisonnante, et même le texte sacré des musulmans, le Coran, est arrivé au moment où la langue était à son paroxysme, et en fait, c'était un texte qui était poétique avant d'être législatif ou religieux, etc. Donc, d'où sa beauté qui malheureusement s'efface à la traduction, mais qui est accessible aux arabophones. Et moi, j'étais nourri de ça, et en arrivant en France, je ne connaissais pas la littérature francophone. En fait, c'est un vrai problème parce que les livres circulent mal dans le Maghreb et un Tunisien qui vit en Tunisie ne lit pas suffisamment des livres qui viennent du Maroc et qui viennent d'Algérie. Le livre ne passe pas suffisamment. Et donc, du coup, je ne connaissais pas la littérature francophone et j'ai commencé à lire des livres que j'appelle hexagonaux. Et en fait, honnêtement, j'étais frappé par la grisaille et l'ambiance dépressive que peuvent contenir ces livres-là. Par rapport à ce que je considérais comme le devoir même de la littérature. La littérature en arabe s'appelle adab, c'est-à-dire l'éducation. On éduque à travers la littérature. On ouvre le monde à travers la littérature. On dissèque le monde à travers la littérature. On ne dissèque pas son nombril. On ne dissèque pas sa dépression. Et du coup, quand j'ai lu des livres hexagonaux, je me suis dit, merde, pourquoi on proposerait ça à ce pauvre petit lecteur français? J'ai envie de lui donner autre chose. J'ai envie de lui dire que la littérature, c'est une ouverture sur le monde. C'est de l'espoir. Et j'ai commencé à écrire dans ce but-là. Et au même moment, j'ai découvert la littérature francophone et j'ai découvert ce que j'ai appelé tout à l'heure la respiration, cette culture qui vient et qui nous montre qu'il y a quelque chose de spirituel, que certainement l'Europe a un petit peu perdu, malheureusement, au cours de son grand mouvement industriel où l'homme a écrasé tout, Dieu, la nature et toutes ces valeurs-là, parce qu'il s'est considéré au-dessus de tout. Et de l'autre côté, on n'a pas fait de révolution industrielle, on n'a pas fabriqué des Nike, on n'a pas fabriqué de smartphones, et il y a encore des gens qui pensent qu'ils ne sont pas forcément au-dessus de tout, même si on a eu aussi des dictateurs qui se pensaient quand même au-dessus de tout. Voilà.
Juste un mot, tes amis ou quand tu vas en Tunisie te considèrent comme un auteur français ou tunisien? Alors moi, je suis tunisien et je suis édité chez un éditeur tunisien. Et Georges a souligné toute la difficulté que des livres tunisiens sortent et soient acheminés. Je le rejoins. Je pense qu'une des actions primordiales, c'est de faire en sorte que ces livres soient mieux diffusés et plus diffusés en France. Mais moi, je défends cette particularité. Je ne suis pas un auteur français parce que déjà, ce que je décris dans mes livres se passe de l'autre côté de la Méditerranée. Et j'ai du plaisir à faire en sorte que ça soit transcendé parce que les problématiques nous concernent tous. Le monde, il est trop petit aujourd'hui pour s'isoler et dire que les problèmes des autres ne nous regardent pas. Donc, et ensuite, par le fait d'être édité en Tunisie, je mène à mon niveau, à mon échelle, un combat culturel tunisien parce qu'il y a aussi du lectorat à reconquérir en Tunisie et il faut que les Tunisiens lisent encore. Et je cible donc à la fois le lecteur français parce que j'ai envie de lui décrire un univers qu'il ne va pas retrouver en lisant des auteurs de la place de Paris. Et aussi, je parle tunisien, je leur parle en langue française pour asseoir aussi cette ouverture que nous avons et qu'il faut sauvegarder et aussi pour reconquérir le lecteur tunisien qui ne l'est plus beaucoup, que ce soit en arabe ou que ce soit en français. Kamel, je profite de ta présence quelques minutes encore. Au début des interventions, Fouad disait que ce qui lui avait toujours beaucoup apporté, c'est que ce salon était le seul endroit où il rencontrait des écrivains algériens, marocains, et que c'était le seul moment où il pouvait rencontrer les compatriotes du Maghreb. Est-ce que tu as vécu ça? Oui, mais bien sûr. J'ai pour habitude de dire avec d'autres amis que la meilleure part du Maghreb est en France, qu'on ne le veuille pas aussi. Donc, c'est que nous vivons dans une sorte de Maghreb qui est totalement cloisonné. La circulation éditoriale est quasiment nulle, la circulation des livres est encore... et en plus, avec des fermetures de frontières entre l'Algérie et le Maroc, par exemple... On en a parlé. C'est quelque chose dont on ne mesure pas peut-être la facture, mais qui est en train de s'imposer, cette facture-là. C'est des générations qui ne se connaissent absolument pas. Mais en même temps, il n'y a pas que ce mur-là. Il y a d'autres murs. Qu'est-ce que nous savons, moi, en tant qu'Algérien, qu'est-ce que je sais de la vie culturelle ou de la vie artistique ou de la libyenne? La Tunisie, c'est mon second pays. J'y vais souvent. J'y vais chaque 3 mois à peu près. Je me sens tunisien, mais c'est à la fois un effort individuel. Mes propres livres, pour qu'ils puissent aller de l'autre côté, c'est difficile. Moi, j'ai opté pour quelque chose que j'essaie de vendre à beaucoup d'écrivains. C'est-à-dire, si on se fait éditer en France ou ailleurs de par le monde, gardons dans nos contrats nos droits d'auteur pour le Maghreb et les CD pour les éditeurs maghrébins. C'est ce que je fais. C'est ce que d'autres écrivains sont en train de négocier pour pouvoir le faire. Parce que j'aime être lu par le monde entier. Et ça, c'est vrai. Ce n'est pas de l'ego, c'est mon esprit de conquête. Mais en même temps, ne pas être lu chez soi pour des raisons de cherté du livre, d'accessibilité, d'édition, c'est quand même frustrant. Donc, j'aime voir aussi mes livres circuler en Tunisie, au Maroc, et j'essaie de faire ce que peut-être nos aînés n'ont pas pu accomplir. C'est faire circuler des idées, des hommes, des journaux, et dans les deux sens. Et ne pas se soumettre à ce fatalisme qui fait que parce que les frontières sont fermées entre l'Algérie et le Maroc, donc on ne fait rien. Eux, ils ne peuvent rien faire. Mais nous, si, on peut se faire inviter, on peut y aller, on peut dormir chez un copain pour le lendemain signer un livre dans une librairie. On peut le faire. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'il ne faut pas le faire. Et le Maghreb dépend de nous, il ne dépend plus de nos aînés. Et est-ce que ce n'est pas justement le fait que, par le passé, l'écriture était forcément signe d'exil? Oui, mais pas uniquement. Forcément. Oui, mais l'exil, il est là parce que la valeur se crée à Paris, parce que l'Occident a une économie de la culture qui fait que nous pouvons vivre ici, nous pouvons nous faire éditer et nous pouvons le faire librement. Mais c'était très difficile. Moi, je me rappelle de l'époque de la Tunisie. L'Algérie avait quand même une presse indépendante très libre. Et quand j'allais en Tunisie, je regardais la une des journaux. C'était du surréalisme. Je veux dire, c'est vrai. Mais donc il y a de la liberté qui manque, il y a de la possibilité d'être libre, mais aussi il faut qu'il y ait des supports. Et le lectorat existe.
Alors, ça peut paraître quelque chose de naïf, ce que je dis, mais moi, je le vis personnellement. Je vais avec mon éditeur des cartons de livres dans la malle. On va signer la dernière fois, j'étais à Sidi Riche ou en Kabylie ou dans l'Algérois ou dans d'autres villes. Les gens arrivent. Alors, est-ce qu'ils aiment votre livre ou pas? Ça, c'est un débat. Ils arrivent parce qu'ils veulent toucher l'écrivain, parce qu'ils veulent voir, parce qu'il est une incarnation de la possibilité de quelque chose. Et quand je vais dans un village personnellement et j'ai entre 300 et 500 personnes dans une salle, écoutez, c'est rare dans la vie d'un homme de voir un livre descendre dans la rue, et quand il le fait, c'est exaltant. Donc il nous faut non seulement écrire des livres, mais il faut qu'on fasse en sorte de reconstruire le lectorat. Parce que pour le moment, il y a des gens qui fabriquent des croyants, des gens qui détruisent la citoyenneté. C'est à nous de fabriquer le lectorat. Merci Kamel. Oui. Oui, tu dois nous quitter, mais on te remercie vraiment d'être très impoli. Ah non, c'est très sympa d'être passé nous voir. J'ai un autre engagement ailleurs, donc. Merci beaucoup. Et puis rendez-vous au salon du Maghreb du livre l'année prochaine. Oui, tu as noté, je vais donner les dates jusqu'en 2050. Non, 2050, c'est le FLN qui calcule comme ça. Merci beaucoup. Oui, désolé encore une fois. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Oui, Tahar, si vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, je voudrais ajouter que tout en étant tunisien, j'ai peut-être eu beaucoup de chance d'avoir un éditeur tunisien comme Elisade et Almanar en France. Donc, de ce côté-là, peut-être sur le plan éditorial, c'est une manière aussi, une possibilité de résoudre cette question très difficile du livre et son existence pour les nôtres. La deuxième question qui m'importe souvent par la veine poétique, c'est que tout en étant ancré dans l'histoire, la mémoire, la réalité, la quotidienneté maghrébine, qu'en France ou à Tunis ou ailleurs, le sort du monde est très important. Moi, j'ai traduit des poètes des pays du Golfe. Ashraf Fayyad est un poète palestinien saoudien qui est en prison. J'ai traduit un poète qatari, Mohamed Ibn al-Ajmi, qui est en prison. Et donc le sort du monde n'est pas loin de mes préoccupations littéraires. Et que ce soit au niveau du printemps arabe ou de l'actualité, tout ce qui se passe quand on attaque Sydney, quand on attaque New York, quand on attaque en Afghanistan l'être humain, l'humanité est mienne. Et je ne peux pas m'exclure ou réduire le Maghreb à une réalité géographique, historique limitée. J'appartiens aussi au monde, et c'est ce que j'essaie d'écrire, le dernier livre, Désert au crépuscule, et reprend le monde arabe, l'Arabie ancienne, mais aussi une lecture moderne de la modernité, gagnée par la terreur, gagnée par le fanatisme, par la violence, par le sang. Et donc, comment peut-on exclure la réalité? Parfois, notre Maghreb nous encombre comme écrivains et nous limite aussi parce que par surpolitisation, par politisation ou idéologisation, et on échappe un peu au regard sur le monde, sur la réalité du monde, et j'essaye d'être vigilant, d'être aux aguets, à l'affût de cette réalité qui est mienne, là où je suis, en Amérique latine, en Afrique. Comment peut-on accepter l'esclavage en Libye? Comment peut-on accepter cette réalité humiliante pour nous, pour notre continent? La chance peut-être de la Tunisie, c'est qu'elle a une mémoire, elle est berbère, punique, vandale, romaine. Elle est en Afrique, elle est méditerranéenne, elle a été en face de... Il y a eu des Espagnols, il y a eu des Maltais, des Italiens, des Français, des Ottomans. Et c'est cette mosaïque humaine qui m'importe, que je traverse, j'essaye de traverser comme je peux au niveau de la limpidité de la pensée. Oui, oui Rachid. Si on parlait de l'avenir
Oui, c'est vrai qu'on avait la deuxième partie, mais je pensais que vous vouliez ajouter quelque chose. Donc parlons de l'avenir. Alors, allez-y, commencez, parlez de l'avenir. Non, mais parce que, bon, Georges va encore animer pendant, j'espère, au moins 25 ans le Maghreb des livres. Moi, j'ai une proposition à te faire. Tu sais, il y a une citoyenneté européenne qui a été créée, je pense, par l'un des traités, qui dit on est en fait citoyen européen, et c'est juridique. Hein. Il n'y a pas de citoyenneté du Maghreb. Ouais. Et ce serait bien, Georges, si tu créais un passeport maghrébin. Une citoyenneté. C'est l'ambassadeur du Maroc au moment où il arrive. Ben justement, monsieur l'ambassadeur arrive. Monsieur l'ambassadeur du Maroc, vous êtes chargé de mission parfois de Laroui, une mission pour la création d'un passeport maghrébin. C'est vrai qu'on pourrait imaginer un passeport d'écrivain maghrébin dans un premier temps. C'est vrai, non mais réellement, puisqu'on parle d'avenir, là on parle d'avenir, donc je propose, et je suis très heureux que mon ami monsieur l'ambassadeur du Maroc entre à ce moment-là, je suis en train de proposer à Georges Morin, mais vraiment, tu sais, en anglais, on dit un gimmick, un truc, mais qui fait réfléchir, tu vois. Les gens qui viennent ici, s'ils sortaient tous, ceux qui le désirent, sortaient tous avec un passeport maghrébin. Hein, ça, ce serait assez extraordinaire, parce que ça ferait réfléchir les gens de chez nous. Si les Européens ont été assez intelligents pour créer un passeport européen qui signifie quelque chose, par exemple, tu sais très bien que si on a un passeport néerlandais, comme je l'ai par exemple, si j'ai un problème à Buenos Aires, il n'y a pas d'ambassadeur, il n'y a pas de consulat néerlandais, bon, je vais chez les Italiens, je vais les Espagnols, les Français, c'est juridique. Si tu crées cela, si tu le vendais à 2,50 €, déjà ce serait bien. Ça équilibrerait les comptes du magasin des livres. Mais très sérieusement, du point de vue du symbole, du truc, du gimmick, les gens sortiraient avec ça. Puis Rachid, tu as raison, effectivement, un passeport d'écrivain maghrébin. Mais ça, fais-le. Genre, on va voter. Qui est en faveur de la création d'un passeport maghrébin? Regarde, c'est l'unanimité. Vas-y. Et qui est pour le payer? Alors, merci. 2,50 €. Oui, alors, puisqu'on en est dans les projets, et Fouad a raison de nous amener vers la conclusion, puisqu'effectivement, qu'est-ce qu'on attend des prochaines années, et déjà de l'année prochaine, et des 10 prochaines années, quels sont les projets et les idées de pousser encore un peu les murs, si c'est possible, ici? Avec le micro, Georges. Je disais tout à l'heure, je pense que ce qui marche, il faut le garder, c'est-à-dire tout ce que vous venez de dire, qui est vraiment extrêmement réconfortant, c'est vraiment du bien. Et on a tellement besoin dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, des deux côtés de la Méditerranée, c'est vraiment continuer à faire en sorte que les Maghrébins et les Français puissent se rencontrer ici, et d'autres Européens, parce que tu n'es pas le seul Néerlandais à venir ici. Il y a des Canadiens qui viennent, il y a des Italiens qui viennent, on le sait. Bon. Donc, continuer cela, continuer à faire en sorte que les livres édités au Maghreb soient présents ici. Je vous le redis, monsieur l'ambassadeur, je vous l'ai déjà dit, comme je l'ai dit aux ambassadeurs d'Algérie et de Tunisie et au Quai d'Orsay une dizaine de fois. Comment est-ce qu'on peut faire pour que les livres édités au Maghreb, qui sont souvent de très grande qualité, puissent être diffusés en France normalement? Voilà, c'est un combat que je ne comprends pas comment on est encore 10 ans après en train de le mener. C'est vraiment dommage. Le livre français est très diffusé au Maghreb, et le livre maghrébin est diffusé, non seulement il n'est pas diffusé en France, mais il n'est pas diffusé au Maghreb. Comment faire en sorte que le livre marocain puisse être lu par les Tunisiens? En ce qui me concerne, j'ai dû prendre un éditeur algérien pour que le livre édité en France puisse l'être également à Alger. Il faudrait vraiment qu'on soit moi, je vais essayer de m'y mettre avec des gens de bonne volonté. On en connaît partout, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en France, pour essayer de faire avancer cette cause, parce que c'est tellement dommage. Au moins déjà que les Maghrébins puissent lire les livres édités au Maghreb. Au moins ça. Et puis s'ils peuvent les lire en France, encore mieux. Voilà. Donc c'est une très bonne idée. La deuxième idée, c'est que je pense que le deuxième combat, encore une fois, c'est tout le combat de Coup de Soleil, c'est d'une part faire en sorte que le Maghreb soit mieux connu en France, et ce que je viens de dire, il va y contribuer, en plus avec le passeport, là n'en parlons pas, mais surtout aussi que dans la société française, parce que c'est aussi notre combat ici, il y a énormément de gens de France qui ont des racines au Maghreb, quelles que soient leurs origines nationales, religieuses, etc. Il faut absolument que Je me rappelle d'une conversation avec Jack Lang il y a quelques années. Il me disait, j'ai envie de créer, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait, on va essayer là aussi peut-être de lui faire la guerre là-dessus. Il voulait créer une espèce de Wikipédia, en faisant d'abord appel à des grands historiens de France, d'Europe et du Maghreb et d'Afrique,
pour essayer de décrire, et je crois que c'est un peu le combat qu'a fait Boucheron avec l'histoire mondiale de la France, une histoire mondiale de la France, montrer que la France, c'est le résultat de tellement de conquêtes, d'invasions, de colonisation, etc. Et faire en sorte que, sur une base historique, faire en sorte qu'on ait une base sur laquelle s'appuyer de manière scientifique, et ensuite demander à tout le monde, à tous les gens de France, d'Italie, d'Algérie, demander au maximum de gens de contribuer par leurs histoires nationales, montrer en sorte, je parle que de la France. La France, c'est un pays où il y a effectivement des gens, c'est Stéphane Le Foll qui racontait que les Gaulois, c'est une invention de la Troisième République, et il a raison. Les Gaulois, c'était une des tribus de ce qu'on appelait la Gaule à l'époque. Comment la Troisième République, elle a eu raison, on comprend pourquoi elle l'a fait, de bâtir ce mythe de la Gaule et des Gaulois, dont on sait qu'il ne tient pas la route. Bien, on sait que les Français sont originaires les Corses, les Alsaciens, les Bretons, les Basques. Qu'est-ce qu'ils ont en commun au départ? Ils ont au départ cette idée de nation, mais là aussi, au fil des siècles, et notamment au XVIIIe, au XIXe, au XXe siècle, il y a eu des centaines et des centaines d'immigrés venant d'Italie, d'Espagne, du Portugal, du Maghreb, etc., d'Arménie, de Pologne, d'où on voudra. Pourquoi ne pas faire en sorte, comment peut-on faire en sorte que l'ensemble des Français, qu'ils soient d'origine vietnamienne, espagnole, hollandaise ou arménienne, puissent s'approprier toute cette histoire de la France? Non seulement l'histoire de la France, de ce territoire, mais aussi l'histoire de tous les gens qui ont fait la France, avec des ancêtres qui venaient, encore une fois, d'Arménie, du Maghreb, d'Afrique noire, de Pologne, etc. Donc je trouve que c'est une excellente idée. Comment faire pour qu'on puisse contribuer à ça? Parce que c'est vrai que le système du Wikipédia, c'est bien, parce qu'on peut faire un cadre général dans lequel des grands historiens, des grands géographes, des grands démographes puissent tracer un cadre et après demander aux gens de le remplir. Mais de contribuer. Il y a tellement d'histoires. Voilà. Bon. Oui, mais on en parlait tout à l'heure avec une amie algérienne, et effectivement, on se disait que nous avons aussi beaucoup, même ceux qui ne sont pas écrivains ou auteurs, nous avons beaucoup aussi à apporter à cette histoire-là, et donc un système contributif pourrait être intéressant. Ce qu'a fait Stéphane Bourg quand il a fait son superbe, enfin c'est pas un roman, mais la France des Belhoumi, il a vraiment cette saga d'une famille algérienne de France, elle est extraordinaire. Pourquoi il est en train de sillonner la France maintenant dans les lycées, et chaque fois qu'il parle devant une classe de lycéens, il a pendant 3 jours des lettres de lycéens qui disent mais monsieur, moi je peux vous raconter mon histoire aussi, l'histoire de ma famille. C'est formidable. Il faut pousser à cela. Tu connais, je crois, ma formule, je dis que l'histoire, j'ai décidé un jour que je ne voulais plus la subir, mais l'écrire. Absolument. Yamen, qu'est-ce que peut attendre un jeune écrivain des futures années du Salon du Livre? Alors, pas uniquement du Salon du Livre. Moi, je vais parler pour Georges, parce que je sais que d'année en année, il a des vraies difficultés à financer son action culturelle. Et que malheureusement, dans la culture, on a l'impression qu'il n'y a pas d'argent. Qu'à chaque fois, c'est l'affaire de quelques bénévoles passionnés. Moi, la plupart du temps, quand je me déplace, je suis chez des copains, je suis chez l'habitant. C'est toujours, on met les livres dans nos valises. Et voilà, moi, j'aimerais bien que dans cette France et dans les pays du Maghreb, qu'on décrète des vrais programmes culturels et qu'on leur accorde de l'argent. Et parce que c'est important pour les gens, c'est ce qui les nourrit. On n'est pas uniquement un individu économique, on a une âme, et cette âme-là, il faut la nourrir et il faut mettre de l'argent dedans. Moi, il y a des choix qui sont dans ce pays dans lequel je vis depuis très longtemps que je ne cautionne pas. Je n'arrive pas à comprendre comment Georges a du mal à financer son Maghreb des livres et faire venir des auteurs, et limite des fois on a l'impression de quémander de l'argent alors qu'on achète pour 5 millions d'euros de vaisselle pour l'Élysée. Ça, c'est des choses qui me dépassent, et j'aimerais bien vraiment que l'argent va là où il faut, quoi. J'aime la rigueur, je crois que c'est pas 5 millions, mais bon. Oui, bon, bref, allez, 1 million, allez, 500 000. Voilà, Georges, il se bat pour des billets d'avion. Il reste de journalistes, c'est ça. Bon, peu importe. Donc oui, vraiment, j'ai besoin qu'on parle plus de culture et qu'on arrête de nous enfumer avec d'autres aspects. Vraiment, ce qui va faire en sorte que les gens vont se sentir plus épanouis, plus heureux de vivre ensemble, c'est justement cette proximité culturelle, c'est de se connaître à travers l'art, à travers la littérature. Et il faudrait une vraie politique
ici en France et également au Maghreb. Voilà, on n'est pas uniquement des rembourseurs de dettes, hein, on est aussi des personnes qui ont besoin de vivre et de respirer, de goûter la bonne littérature et de goûter la bonne poésie. Merci. On se fait une petite conclusion collective. Tahar, si tu veux bien commencer. Petite conclusion, allez. Conclusion à nos réflexions et peut-être une idée, lui aussi. Moi, d'abord, comme j'avais commencé par dire que j'étais heureux de partager cet anniversaire, parce qu'il y a eu des tentatives il y a plusieurs années, le Club des intellectuels du Maghreb qui a échoué. Il y a eu beaucoup d'autres tentatives qui n'ont pas réussi, et je suis heureux que le Maghreb de livres réussisse et continue à nous donner ce moment d'échange très fort et de rencontre. Je suis persuadé toujours que la littérature, mais la culture en général, est de l'oxygène pour nos peuples, qu'ils soient ici ou en Méditerranée. Depuis le déclenchement du printemps arabe, je vis très très mal ce qui se passe de Daesh et la terreur contre la pensée, la terreur contre la liberté de la pensée, la confiscation de la liberté. Et le Maghreb des livres, comme d'autres manifestations, sont des lieux de résistance pour notre dignité. Elle a commencé en Tunisie avec le printemps arabe. C'est la société civile qui a permis la résistance. Pour la démocratie, c'est l'État civil qui est constructeur. C'est l'État civil qui permet la liberté des êtres. Et j'essaie qu'avec nos modestes livres à tous et les lecteurs présents, nous aidions les nôtres à avancer dans le sort du monde, moins de sang, moins de violence, moins d'humiliation, moins de terreur. En tout cas, je m'y emploie. Je vous remercie. Merci à vous, Tahar, de ces mots qui résonnent particulièrement. Fouad, encore une autre idée? Très court. Non, pas forcément. L'idée, si tu veux, encore une idée, puisque Yamen parlait de... J'aurais pas dû le tenter. Non, parce qu'il parle de vaisselle, d'Élysée, etc. Très simple. Le passeport, de la vaisselle. Non, Georges, tu sais, les assiettes qu'on cloue Le premier au qui mur, parle de passeport diplomatique se fera engueuler. Hein. tu prends des assiettes, tu mets des citations d'auteurs maghrébins et tu les vends. Ça fait de la vaisselle et ça t'apporte de l'argent. On peut faire des mugs Tu comme vois, ça. Ouais. Voilà, très bien. Tu vois, il y a des idées tout le temps. Il y a des idées tout le temps, hein, comme ça. Mais moi, je voudrais finir sur un mot à propos de Georges Morin. Alors, Georges Morin, on peut avoir parfois des bisbilles avec lui. Moi, je lui reprocherai toujours d'être du Real Madrid. Moi, je suis de Barcelone, on ne peut pas s'entendre, bon, etc. Donc, on peut avoir des divages. Mais quand même, Maghreb des livres, c'est lui. Et 25 ans, bravo. Donc, moi, je dis un seul mot, bravo, Georges. Voilà. Monsieur Georges. C'est moi et tellement d'autres. Hein. Parce Oui, que oui, moi, c'est tout vrai seul, qu'il y a... Je les Et connais d'ailleurs. Je les connais la plupart. Et là- Mais quand même, c'est toi qui as. Et là, pour le coup, il y a même Comment dire en kabyle aussi beaucoup de bénévoles qui Bien font sûr. ça pour... Ana Wahdou, Walou. Un mot de conclusion quand même, Georges. Un mot de conclusion quand même. Parce que... Je ne sais pas, c'est toi qui souhaitais peut-être qu'on fasse encore 25 ans? Oui. D'accord, on y va. C'est moi qui t'ai proposé Alors, 2050. avec le passeport maghrébin et la vaisselle. Hein. D'accord. Non, encore une fois, je crois que on va. Enfin, je vais continuer tant que j'en ai la force et avec beaucoup d'amis je suis content aussi parce que à coup de soleil au Maghreb, on voit de plus en plus de têtes jeunes et ça c'est extrêmement important. Mais sinon, si on devient un club de vieux, c'est pas très intéressant. Et il faut vraiment que l'action soit prise en relais et je suis content de voir que tant de jeunes le font parce que je pense que c'est l'avenir. Parce que malheureusement, je l'ai dit tout à l'heure en entrée, le 25 ans de combat, on est tous collectivement très fiers de ce que l'on fait. Et le succès d'aujourd'hui, on l'a vu avec Kamel Daoud tout à l'heure, avec d'autres depuis tout à l'heure. Je vous dis, la fréquentation d'hier soir, vendredi, qui s'est multipliée par 2, hein, grâce à quelqu'un comme Régis Debray. Bon, voilà, c'est un combat qui
qu'il faut continuer, mais parfois, c'est vrai qu'on a vraiment un sentiment de découragement, d'une part parce qu'effectivement, on ne nous aide pas beaucoup, hein, on est toujours en train de se battre pour essayer de survivre. Et ça, c'est très, très... On perd beaucoup de temps, tu vois, alors qu'il y a tellement de choses importantes à faire. Et surtout qu'on puisse arriver, parce que je crois vraiment, je continue à croire, malgré les échecs collectifs dans la société française, que l'éducation et la culture continuent à être les meilleurs moyens pour faire reculer la lèpre du racisme. Donc voilà, je vais continuer à donner toutes mes forces et tous mes amis avec moi pour qu'on continue à mener ce combat qui est le seul qui vaille aujourd'hui. Parce que tu disais tout à l'heure, Tar, et tu as été applaudi à juste titre, pour faire taire la haine, la violence, les injustices, l'espèce de société de défiance dans laquelle on est enfermé dans le monde entier aujourd'hui. Quoi de mieux, encore une fois, que l'éducation et que la culture? On aura beau... J'ai l'impression de répéter des vieilleries, mais on ne va pas réinventer la poudre. C'est ça qui compte. Allons-y. Et moi, je voudrais conclure à mon tour... tout d'abord en vous disant que moi je reviens demain, pardon, je fais ma propre pub, hein, mais je reviens demain à 16h pour la présentation d'un livre que je vous conseille vraiment, c'est Monsieur Areski. Il s'agit d'Areski et Djerwiden, pour ceux d'entre vous qui le connaissent. C'est bien évidemment le fondateur d'Aigle Azur, voilà, et qui a beaucoup aidé beaucoup d'autres associations. Le fondateur d'Aigle Azur qui nous a quittés il y a un peu plus d'1 an, me semble-t-il, et ses enfants lui avaient offert pour ses 60 ans un livre. Je trouve l'histoire très belle, un livre avec des pages blanches pour qu'il raconte sa vie, et il a eu le temps de le faire avant de mourir, et c'est ce livre qu'on viendra présenter. Voilà, la tête d'Areski découvrant les pages blanches. Voilà, voilà. Et ce livre, il est rempli de très, très belles choses. C'est pas de la littérature, c'est aussi l'histoire d'un homme, d'un Maghrébin entrepreneur, et qui a réussi des choses. Je pense que c'est aussi un des aspects sur lesquels il faut qu'on nous entende de plus en plus, c'est qu'on peut réussir aussi des choses. Et donc, je serai avec un de ses fils, avec Meusiane, demain à 16h. C'est à la... Eh bien, merci, c'est à la salle Lacoste, je crois. Mais moi, pour conclure et pas abuser de votre patience, je voudrais aussi dire un mot de Georges, que je connais donc depuis les années 80. Donc ça fait quand même plus que 25 ans, là. Et ce que j'apprécie, c'est qu'on peut ne pas se voir pendant un moment et puis se retrouver. La dernière fois, on s'est retrouvé à un déjeuner avec quelques autres amis. Et que quand je retrouve Georges, je pense que c'est ça notre fierté de Maghrébin. C'est qu'il y a une proximité immédiate avec lui, que tout est aplani, et je pense que c'est ce qui nous rassemble le plus entre les uns et les autres, malgré les frontières, les différences linguistiques parfois. Et c'est en ça, je trouve que de plus en plus, moi j'aimerais que le mot Maghreb soit un joli mot.